C'est l'heure des informations Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À moins de 2 mois de la présidentielle, les tractations politiques s'intensifient. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en France a été reçue au cabinet du président de la Sénat à suivre la substance des échanges en début d'édition. Le Gabon a franchi un cap majeur dans la régulation de son espace numérique. La HAC a annoncé la suspension immédiate des réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire national, invoquant la nécessité de préserver l'ordre public et la stabilité des institutions. À Cotonou, les citoyens expriment leur réaction. Et puis au Nigeria, le président Bola Tinubu a signé la loi électorale de 2026. Ce nouveau cadre juridique adopté après plusieurs mois de débats parlementaires redéfinit certaines procédures électorales. À moins de 2 mois du scrutin prévu le 12 avril, la Commission électorale nationale autonome ajuste avec la représentation béninoise à Paris les paramètres techniques du vote hors du territoire. Un enjeu crucial pour des dizaines de milliers d'électeurs reçus hier au siège de l'institution. L'ambassadrice du Bénin en France, Corinne Amaury-Brunette, a détaillé avec Sakalafia les modalités concrètes du scrutin à l'étranger. Suivons maintenant l'ambassadrice à sa sortie d'audience. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président de la Sénat et l'ensemble de l'équipe pour pouvoir échanger sur l'organisation technique et pratique du prochain scrutin présidentiel qui se tiendra un peu partout dans le monde pour permettre aux Béninois de l'étranger de pouvoir exercer leurs devoirs et leurs citoyens et de pouvoir voter pour le prochain scrutin présidentiel. Donc c'était l'occasion de parler un peu des détails et de savoir comment les représentations diplomatiques peuvent accompagner ou faciliter le travail de la Sénat. La question principale, c'était effectivement de pouvoir permettre à la diaspora béninoise qui réside dans toute la juridiction de l'ambassade du Bénin en France, de pouvoir les informer sur les dispositions pratiques et l'organisation du prochain scrutin. Vous savez qu'il y a eu une première partie faite l'année dernière sur la mise à jour des centres de vote des Béninois pour pouvoir leur permettre effectivement d'être inscrits sur les listes électorales. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir les informer pour savoir comment va se dérouler le scrutin qui est donc principalement organisé par les équipes de la Sénat. Pour les Béninois de l'étranger, c'est essentiellement le scrutin présidentiel qui leur est ouvert dans l'ensemble des postes diplomatiques et consulaires de la République du Bénin dans le monde. Donc aucun souci à déclarer, mais par contre, en revanche, c'était important de partager avec le président de la Sénat l'intérêt des Béninois de la diaspora pour ce scrutin électoral d'avril prochain. La diaspora béninoise est très concentrée en France avec un peu plus de 40 000 citoyens béninois qui résident en France. Après, vous avez donc la Belgique avec environ 5 000 Béninois qui est suivi de l'Allemagne. Mais effectivement, le noyau dur de la diaspora béninoise en Europe se trouve et réside en France. Les dispositions sont essentiellement pratiques. C'est important de retenir que c'est vraiment la Sénat qui organise le scrutin électoral. L'ambassade va simplement mettre à disposition les locaux et faire en sorte que la Sénat puisse s'installer de la manière la plus confortable possible. Et la grande responsabilité des représentations diplomatiques, c'est l'information des compatriotes sur l'organisation pratique quand ils doivent se déplacer, de quelle heure à quelle heure ils pourront exercer leur droit de vote. Voilà. Du processus électoral à ce moment charnière qui a redessiné la trajectoire du Bénin, retour sur la conférence nationale des forces vives de la nation. Il y a 36 ans, s'ouvrait à l'hôtel PLM Alecho à Cotonou, une rencontre décisive pour l'avenir du pays. À l'époque, le contexte était marqué par une grave crise économique et sociale. Parmi les témoins de cette page d'histoire, Ali Camaro a suivi de près les travaux de cette conférence historique. Nous écoutons son témoignage. Les différentes étapes de la conférence nationale, je me souviens comme c'était hier, comme je vous l'ai dit, nous n'étions pas dans la salle, mais on était très attentionnés parce que nous sommes déjà dans la vie politique, on bougeait beaucoup. Pendant les 2 semaines des assises, les différentes déclarations, je les ai dans ma tête. Et ce qui me retient de plus,
et si je ne me souviens plus exactement du doyen, qui avait parlé de la vie des partis politiques et comment il fallait organiser les partis politiques. Ce qu'il avait dit, puisque on venait de quitter 17 ans d'un régime à parti unique, n'était pas suivi. Mais quand vous avez vu pendant les 36 ans là, disons au moins pendant 26 ans, c'est ça qui avait fait. C'est ça qui a fait que notre pays a reconnu la pagaille il avait évoqué. Il avait dit qu'il fallait limiter les partis politiques à 2, 3 ou 4. Vous vous souvenez? Et que sinon, si on laissait le multipartisme intégral, qu'il allait avoir la gabégie, le désordre, tout ça là, et que nous allons chercher plus tard à rattraper. Est-ce que vous avez vu un peu ce qu'il dit? Il avait prédit. Il avait prédit, et c'est là, moi, je crois qu'il faut féliciter le président Patrick Talon pour ce courage-là. Oui, il a eu vraiment le courage. C'est assez appréciable et assez fort. Il faut réorganiser un pays. Vous allez voir, quand vous prenez le monde entier, c'est les pays qui ont réorganisé leur vie politique, qui connaissent l'ascension économique. Moi, je le dis, est-ce que ce que Talon fait, c'est pour lui-même ou bien c'est pour la postérité? Construire des routes qui auront 50 ans, 60 ans d'âge, c'est pour lui. Est-ce que c'est pour lui? C'est pour la postérité. Il fait tout pour la postérité. Moi, je crois que je ne lui jette pas de fleurs. Lui-même me connaît. Il sait que moi, je ne jette pas de fleurs. Je dis ce qui en est et ce qui est réel. On dirait qu'il était dans cette salle-là lors de la conférence nationale et que les parties des souhaits des conférenciers qui n'étaient pas pris en compte, il est venu prendre ça en compte et il a mis ça en valeur. Que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social, je crois qu'on a retrouvé nos repères aujourd'hui. Ça là, il faut l'avouer. Donc je suis très fier. Il y a 36 ans, c'est vrai que lorsque tout n'est pas fait, rien n'est fait. Mais déjà, ce qui est fait, il faut l'apprécier. Et à sa juste valeur. Pour la jeunesse béninoise, je voudrais leur dire de ne pas s'inquiéter. Le Bénin a retrouvé ses repères. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Même moi-même qui parle, c'est difficile. Mais je sais que demain sera meilleur pour nos enfants, pour la postérité. Nous avons suivi de bout en bout la conférence nationale. Et je crois que tout ce que le président Patrick Talon développe aujourd'hui, ce n'est que ce qui était demandé par la conférence nationale, mais qui n'a pas été pris en compte pendant 6 ans, qui depuis 10 ans, il a pris la résolution du problème des partis politiques, la réorganisation en profondeur de nos différents textes de loi et par ricochet de notre vivre ensemble. Il est en train de le faire. Il est déjà presque à un niveau, il est déjà à un niveau appréciable et je crois que pour le prochain président, ils vont pouvoir continuer dans cet élan. Surtout qu'on a déjà l'agenda 2060 et cela veut dire que pratiquement pendant 35 ans encore, on sera sur une rail. Et face à cela, je voudrais dire à tout le peuple béninois qu'aujourd'hui c'est difficile pour tout le monde, mais l'espoir est permis. Cette conférence nationale a ainsi posé les jalons d'un État résolument démocratique fondé sur le multipartisme, la liberté d'expression, devenus des piliers essentiels du système politique. Malgré les secousses et les défis traversés au fil des années, l'esprit de cette révolution pacifique continue d'imprégner les institutions et d'orienter l'évolution démocratique du pays. Pour le docteur Ambroise Naini, le pays a certes évolué, mais l'essentiel demeure, les bases de l'alternance et l'accession au pouvoir par les unes sont restées intactes. Il est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bounbo. Être béninois aujourd'hui, on est très fiers.
à comparer à un passé très, très récent. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de voyager, il y a de cela 10 ans, quand vous allez dans la sous-région un peu partout, vous avez honte de dire que vous êtes béninois. De pas ce qui s'entend dire des béninois. Mais aujourd'hui, c'est une fierté et tous les béninois, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, sont très fiers de dire qu'ils sont béninois parce que le Bénin est vraiment révélé. Je me rappelle le chef de l'État actuel, quand il prenait les rênes du pays, promettait de révéler le Bénin au monde entier. Je pense que c'est fait de par les réalisations qui sont accomplies et surtout le capital humain qui est impulsé au niveau du pays. Je pense que le vrai développement, c'est la mentalité que nous avons du développement. Et au niveau du Bénin, de par la rigueur dans la gestion qui est imposée, la lutte contre la corruption, on est aujourd'hui fiers de dire qu'on est béninois. Je profite pour chuter de tout ce qui a permis d'arriver à ce niveau, qui est le fondement que le peuple béninois s'est donné en 90, la démocratie. La démocratie où nos pères ont laissé tomber leur ego pour faire prévaloir les intérêts du pays en adoptant cette démocratie où désormais on accède au pouvoir par les urnes. Et je pense qu'on peut réformer la Constitution, on peut la réviser en fonction des besoins du moment, mais le fondement qui est l'alternance pacifique et à travers les urnes est resté. Et même si un chef de l'État vient avec l'ivresse du pouvoir, je pense qu'il peut tout toucher. Il n'ose pas toucher les fondements de changer le nombre de mandats parce qu'il sait que le peuple béninois est vraiment attaché à sa constitution. Je pense que c'est une grande fierté. Et pour nous, la jeunesse, ça nous inspire davantage. Je pense que de toute la dynamique qui est mise en place, on peut espérer que le Bénin a décollé, tend vraiment vers son progrès inarrêtable. 36 ans, je pense que le Bénin peut espérer, avec ce que nous avons vu récemment, Bénin à l'AFIA 2060, un monde de splendeur. Je pense que réellement, avec la dynamique actuelle, parce que c'est le sacrifice de tous les fils et toutes les filles du pays qui nous permettra vraiment de décoller. Je pense qu'on est à l'étape de décollage. Si nous maintenons la dynamique, nous acceptons de nous sacrifier, je pense que le Bénin est en avant, le Bénin est parti, comme le dit quelqu'un. Cap à présent sur l'Afrique centrale, le 17 février dernier, le Gabon a pris une décision forte concernant les réseaux sociaux. La haute autorité de la communication a annoncé la suspension des plateformes sociales jusqu'à nouvel ordre. Les autorités invoquent la nécessité de freiner le cyberharcèlement, la diffusion de fausses informations. À Cotonou, des citoyens béninois donnent la lecture de cette mesure. Ça nous a tous surpris au Bénin, comme moi je vais parler du Bénin. C'est pas une bonne chose. Si ça se faisait ici, on serait un peu comme mort. Les réseaux sociaux maintenant, ça relie tout le monde entier. Et quand on supprime, c'est comme si on vous fermait la porte au nez. Donc on l'a appris et ça nous a un peu gênés. Moi principalement, j'ai un ami là-bas on a l'habitude de s'écrire par WhatsApp. Et je me demande maintenant comment on va s'en sortir. Une seule journée, les gens ont perdu de l'argent déjà. À 24 heures, c'est problème. Et on va dire, comment dire, provisoirement, bien, truc là c'est trop fort. Mais un gouvernement ne se lève pas comme ça et dit quelque chose de la sorte. Parce qu'il y a un problème qui est là. Donc si ils ont raison, donc il faut recadrer les choses. Parce que c'est eux qui sont le représentant du peuple. Et ils savent ce qui est bien pour le peuple. Mais s'ils voient que le peuple est un peu déraillé sur la voie, ils peuvent les recadrer. Donc, quelque part, ils ont raison quand même. C'est quand même une mesure assez poussée et que ça pourrait avoir non seulement des répercussions en ce qui concerne la liberté des citoyens à s'exprimer, mais également le développement du pays. D'abord le système éducatif, je pense d'abord le système éducatif, parce que nous étudiants, on a besoin des réseaux sociaux pour faire beaucoup de choses en ligne. Donc il y a même des cours en ligne qu'on suit, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc d'abord ça va impacter le système éducatif. Et aussi l'information, parce que genre, pour qu'un pays puisse bien se développer et tout, il faut l'information. Si c'est moi là, les réseaux sociaux là, c'est pas tout le monde qui va utiliser. Parce que, premièrement, le portable c'est un problème. Ça rend trop africain paresseux. Il dit ce qu'il veut.
quand il veut, où il veut. Mais on est africain. On est africain et on a une éducation. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne vit pas? On vit. Déjà, ils ont dit que c'est une décision temporaire. Donc, on les prierait, ou bien on souhaiterait que ça ne soit pas trop long déjà, que ça ne soit pas trop long. Je pense qu'à notre ère, les réseaux sociaux jouent un rôle très important, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'éducation, que ce soit également dans l'ouverture. Or, nous sommes à une ère en ce qui concerne l'Afrique où nous devons nous ouvrir au monde pour pouvoir partager nos diversités et grandir. Au Nigeria, la réforme électorale entre officiellement en vigueur. Le président Bola Ahmed Tinubu a promulgué ce mercredi la nouvelle loi électorale, marquant ainsi une étape décisive dans l'organisation des prochains scrutins. En signant le texte portant abrogation de la loi électorale de 2022, le chef de l'État offre à la Commission électorale nationale indépendante une nouvelle base juridique pour conduire le processus électoral. Le projet de loi avait été adopté auparavant par le Parlement. Le reportage. Le président nigérian Bola Tinubu a promulgué le projet de loi électorale 2026 qui régira la conduite des élections fédérales, étatiques et régionales pour le territoire de la capitale fédérale Abuja. Le chef d'État a approuvé le projet de loi mercredi à la State House en présence de hauts responsables du gouvernement, dont le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants ainsi que son chef de cabinet. Il a déclaré que ces amendements ne concernent pas la politique, mais le renforcement des procédures afin de combler des lacunes pour que les citoyens puissent se rendre aux urnes en toute confiance. Le président Bola Tinubu a notamment ajouté que l'essence de la démocratie réside dans des discussions solides et engagées en faveur du développement national et de la construction de la nation, car elles sont essentielles à la stabilité du pays. Ce projet de loi vise à abroger la loi électorale de 2022. Le président russe Vladimir Poutine a reçu ce jeudi au Kremlin le président de la refondation de Madagascar, Mikhail Randrianirina. Les deux chefs d'État ont évoqué des pistes de partenariat, y compris dans le domaine militaire. Cette rencontre au plus haut sommet confirme le rapprochement à l'œuvre entre les deux pays depuis la chute d'Andry Rajoelina. C'est après moi. En visite officielle en Russie, le président de la transition à Madagascar, Mikhail Randrianirina, s'est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine, occasion de sceller le rapprochement entre Moscou et Antananarivo. Lors de l'échange dans le salon vert du Kremlin, Vladimir Poutine a vanté la coopération entre les deux pays. Nous avons de nombreuses interactions intéressantes dans divers domaines, l'agriculture, l'exploration géologique, l'énergie, la médecine, les soins de santé, l'éducation. Vos jeunes sont formés dans des établissements d'enseignement supérieur. Beaucoup ont déjà obtenu de bonnes qualifications. Nous sommes prêts à développer ces relations dans le domaine humanitaire ainsi qu'à travailler avec vous sur des plateformes internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies. Le volet militaire fait partie aussi des axes d'échange. En janvier, des instructeurs russes ont posé leurs valises sur la Grande Île pour former leurs homologues malgaches au maniement d'armes livrées en décembre dans des drones. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.